Il est venu révolutionner le YouTube Game pour sa première vidéo et tout ça en vous parlant de supermarché. Par contre, c'est ma première vidéo, je vais pas révolutionner grand chose. Il ne va pas peut-être révolutionner le YouTube Game, mais il a des idées de génie, une imagination sans limite. Wow, calmos la voix, les gens vont être déçus si t'en fais trop. Oui, alors c'est une petite vidéo sans prétention, avec quelques idées à droite, à gauche. En vrai, elle m'a fait à peine décrocher un sourire, et j'ai pas appris grand-chose. C'est bon, tu préfères cette version ? Oui, c'est tout de suite plus humble. Mais je me demande si je préférais pas la première présentation finalement. Il est venu révolutionner le YouTube Game. Vous pourriez vous dire que 20, 30 ou même 40 ans pourraient suffire à vous décrire comment nous en sommes arrivés là. En réalité, il faut remonter bien plus loin, en 1930, le 4 août. Nous sommes exactement en plein cœur de New York, avec Michael G. Cullen. Cet ancien employé de chez Kroger inaugure son tout nouveau magasin de 560 mètres carrés en libre service. Et il peut être fier, car sans le savoir, il vient de marquer l'histoire en créant le tout premier supermarché au monde. Mais pour comprendre pourquoi c'est un supermarché, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un supermarché. C'est le moment où vous vous dites peut-être « Il a raison, c'est quoi qui définit un supermarché finalement ?» Michael G. Cullen, en ouvrant le premier magasin de plus de 400 mètres carrés et de moins de 2500 mètres carrés, venait de rentrer dans la norme moderne d'un supermarché. Mais alors, c'est juste une histoire de taille ? Alors oui et non, c'est pas si simple. Que nous dit la définition? Le magasin doit réaliser 2/3 de son chiffre d'affaires avec de l'alimentation. Doit être compris dans une taille entre 400 et 2500 mètres carrés de vente et doit être en libre service. Libre service. Cette notion vous paraît évidente, mais fut une époque où tu n'aurais pas déambulé tout seul avec ton petit chariot. Tu aurais été voir ton marchand dans un petit magasin et tu lui aurais dit « Je veux 2 kilos de carottes » et c'est lui qui t'aurait donné des carottes. Par contre, t'aurais pu lui dire je veux un drap en 140 par 190, il t'aurait répondu va voir la vendeuse de linge de maison au bout de la rue. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le libre-service a révolutionné notre façon de consommer, et c'est le moment où je me rends compte qu'on n'est pas remonté assez loin dans le temps. Il faut remonter un peu plus d'un siècle, en 1820. Vous pourriez me dire ah, c'est l'année de l'assassinat du duc de Berry, mais ce serait complètement hors sujet. C'est donc cette même année, à Arpajon, le 9 juillet, la naissance de Félix Potin. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais ce mec né dans un milieu modeste n'a pas froid aux yeux. À l'âge de 16 ans, il décide de partir pour la capitale, seul. Il va se faire embaucher en tant que commis épicier, il va gagner de l'expérience au fil des années et mettre de l'argent de côté, car Félix a de plus grandes ambitions. Il veut ouvrir son propre magasin, et c'est ce qu'il va réussir à faire au bout de 8 ans. Si vous suivez bien, nous sommes en 1844, et les premiers clients curieux rentrent dans la nouvelle épicerie du 9e arrondissement qui vient d'ouvrir ses portes. D'apparence banale, les passants franchissant la porte sont étonnés de découvrir qu'ils doivent se servir eux-mêmes, mais pas seulement, ils sont abasourdis par des prix aussi bas. Car oui, Félix vient d'inventer le libre-service. Ce commerçant de génie ne s'arrête pas là. Mais qui de mieux que l'un de ses concurrents pour en parler? Ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu. Jamais vu ça. Le petit gringalet, il débarque. J'ai perdu la moitié de ma clientèle en une semaine. Pas plus tard qu'hier. Je vais sur le marché. J'écoute une bonne femme. Félix par-ci, Félix par-là. Il y en avait que pour lui. À 2 doigts de faire mon magasin et d'aller lui casser la gueule. Bon, j'ai été voir, moi, dans la kitoune. Vois-tu pas que je vois là, il cache les prix. Manquerait plus qu'il leur offre des cadeaux. En plus, le mec, il bosse même plus. Les gens, ils se servent eux-mêmes. Il a plus qu'à empocher. Moi, je vous le dis, avec des techniques comme ça, on va droit dans le mur. Comme vous avez pu l'entendre, les commerçants de l'époque ne voyaient pas d'un très bon œil les techniques révolutionnaires de Félix. Ils l'appelèrent le gâcheur du métier, un surnom qui donna le nom du principe de la gâche, car il estimait qu'il gâchait les prix en vendant si peu cher. Oui, car Félix avait développé de nouvelles méthodes de vente. Il prenait moins de marge et réduit les intermédiaires en boycottant les grossistes. Il a même été jusqu'à vendre à prix coûtant certains produits comme l'huile ou le sucre pour faire plus de marge sur les produits luxueux. Ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, car beaucoup des méthodes que Félix venait d'inventer sont encore utilisées par nos chères enseignes aujourd'hui. Je trouve ça dingue qu'un mec au 19e siècle ait pu créer tout le fondement des méthodes de vente que l'on trouve encore aujourd'hui dans la grande distribution. Ce petit génie à seulement 24 ans avait déjà tout inventé. Ok, bon. Et maintenant, on va où? À présent, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez tous les grandes marques de supermarchés. Si je vous dis Carrefour, je suis sûr que vous n'êtes pas en train d'imaginer un croisement de route. Si je vous dis Casino, vous n'entendez pas le bruit des pièces tombant, des machines à sous ou bien celui du battage des cartes d'un croupier. Quoique, vous seriez inspiré, mais nous y reviendrons plus tard.
Je vous ai parlé du premier supermarché dans le monde. Eh bien, je dois vous avouer que ça a mis longtemps avant de traverser l'Atlantique. 1948, l'Angleterre. 1951, la Suisse. 1957, la Belgique. Et la France dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, si même nos amis francophones, pas forcément reconnus pour leur rapidité, ont été cités, c'est qu'on arrive un peu plus tard, le 15 octobre 1958, à Rueil-Malmaison, en région parisienne, avec une marque que vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas un minimum de 5 décennies à votre actif. L'Express Marché by Goulet-Turpin. 600 m² de surface de vente, 3,50 m de hauteur sous plafond, un grand parking extérieur, 2000 références de produits préemballés, un boucher, un boulanger, une propreté irréprochable, des clients déboussolés, des accidents de caddie, une longue attente aux caisses et même un tuto à l'entrée. Fini l'épicier en blouse et bienvenue aux caissières souriantes. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, la révolution du libre-service de Félix Potin ne représente que 1% des commerces français. Cette petite nouveauté va faire débat, mais c'est bien notre façon de consommer qui va changer à tout jamais. Une vision américaine et une technique française vont s'associer pour nous donner ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est le point de départ d'un marché qui va ne faire que grandir chaque année. Bien qu'on pourrait se dire que les pionniers ont une longueur d'avance, certains noms vont sortir leur épingle du jeu. Annecy, 1960. Les frères de Forêt, Denis et Jacques, deux grossistes en alimentation, se retrouvent tôt ce matin du 3 juin sur le tout nouveau parking du flambant neuf, supermarché estampillé de la marque Carrefour. Une voiture arrive et se gare juste à côté d'eux. En sort Marcel Fournier. Cela fait 1 an que les 3 associés se sont rencontrés et collaborent sur ce projet. Bonjour Marcel, vous allez bien? Vous avez moins de place que d'habitude pour vous garer. Bonjour, oui ça va et vous? Pas trop stressé, c'est le grand jour. En effet, je pensais pas que le parking serait aussi rempli de bon matin. La curiosité a fait son effet. C'est vrai que je ne m'attendais pas à autant d'engouement. J'imaginais bien qu'il y aurait du monde, mais pas à ce point. Quand j'ai compris lors de mon voyage aux États-Unis le principe du no parking no business, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une carte à jouer en France. C'est vrai que c'était une très bonne idée, en particulier la station-service. Vendre le carburant moins cher que nos concurrents attire beaucoup de clients. C'est du génie. Les gens viennent faire le plein, et aussi leur commission dans le magasin. Je suis sûr que ce n'est que le début. J'espère que nous pourrons ouvrir encore beaucoup de supermarchés. Nos 3 associés ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, et ouvriront dans les années qui suivront 3 supermarchés de plus avant qu'un concurrent digne de ce nom ne fasse son apparition dans le business des supermarchés. J'ai nommé Leclerc. 1965, fin de l'hiver, Édouard Leclerc ouvre son premier supermarché à Landerneau. Il n'en est pas à son coup d'essai car à 38 ans, il possède déjà environ 84 magasins de petite taille de vente de textiles et d'alimentaire. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas fait le lien, le E de E Leclerc, bah c'est pour Édouard. Et seulement 1 an plus tard, en 1966, c'est pas 1, c'est pas 2, ni même 3 ou 4, mais bien 29 nouveaux supermarchés qui ont été créés à travers tout le pays. Si en l'espace d'une année, Leclerc a pu ouvrir 30 supermarchés, ce n'est pas parce que son frère est Doctor Strange ou que son oncle s'appelle Picsou, mais en réalité, vous vous en doutez, Édouard a bien une astuce, la franchise. Pour vous expliquer simplement ce qu'est une franchise, je vais vous parler du cas de Jean. Jean, à une 30aine d'années, vient de perdre son emploi, mais a quelques francs de côté et une certaine ambition. Et voir, Jean, il aimerait bien monter son affaire. La Jeannette, elle m'a dit que j'y pipais rien au commerce. Je lui ai répondu, moi, Jeannette, t'as même pas de compte en banque. Donc, mêle-toi de tes affaires. En plus, j'ai trouvé la solution. Je vais te franchiser. L'autre matin, j'attrape le journal. Vois-tu pas que je vois là un article Leclerc qui propose à tout un chacun de devenir propriétaire moyennant finance d'un splendide supermarché. Estampillé Leclerc. Avec tout le package. S'occupe de tout. J'ai plus qu'à mettre Jeannette à la caisse. Et c'est comme ça que beaucoup de patrons en devenir ont pu obtenir le soutien de Leclerc et ainsi faire bondir le nombre de magasins ouverts chaque année. Jusqu'à la date fatidique du 15 août 1969. T'explique. Tu vois, il y a Ed, c'est le boss du business. Il a un frérot, il s'appelle Jean-Pierre Leroche. Mais tout le monde l'appelle JP. Ça fait 10 piges qu'il taffe pour être le boss. Bon, un jour JP en 68, il se plaît plus dans le business. Il y a des choses qui vont pas. Donc, avec des potos gérants, il se décide à aller proposer des nouveaux bails à Ed. Capté, Ed, il est pas chaud. Qu'il les ghost. 4 saisons plus tard, le big boss, il est saoulé. Donc il leur envoie sa meilleure cassette audio en mode ultimatum, t'as vu? Le deal il est simple. Soit vous quittez le biz, soit vous obéissez. JP a dit voilà, je me casse.
C'est donc 92 adhérents, dont JP qui quitte le navire Leclerc, et qui vont créer en 15 jours une nouvelle enseigne, du doux nom de X. Ça vous dit rien? Normal. 3 ans plus tard, le nom est racheté par Exxon, plus connu sous la dénomination Esso. C'est le moment où vous vous dites, mais du coup, si c'est plus X, c'est quoi? C'est là qu'intervient une marque que vous connaissez beaucoup plus, j'ai nommé Intermarché. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Intermarché vient bien à la base de 92 personnes qui ont quitté en colère Leclerc, de quoi démarrer une belle rivalité. Je pense que je devrais vous parler d'une autre enseigne que vous connaissez et qui mérite notre curiosité. Vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous ai dit que vous seriez inspiré? Si je vous dis casino, vous n'entendez pas le bruit des pièces tombant, des machines à sous ou bien celui du battage des cartes d'un croupier. Quoique vous seriez inspiré. 1860, Saint-Étienne, rue des Jardins. Les voix des chanteuses s'entendent depuis la rue. Quand je passe la porte du casino, je retrouve l'ambiance de ce lieu mythique. Les filles de joie qui rigolent avec les clients pour qu'ils finissent la soirée sans un sou. Le son des joueurs de poker alcoolisés ainsi que la roulette qui tourne inlassablement. L'ambiance est comme toutes les fois où j'y ai mis les pieds. Mais vers 23h30, quand la soirée bat son plein, la maréchaussée déboule dans le casino. Elle nous somme de sortir et ferme l'établissement. C'était un casino, pas un bordel. Cette même année, ce lieu renaîtra rapidement en magasin épicerie, puis il fut racheté en 1892 par un certain Geoffroy Guichard. Il ne prendra même pas la peine de changer le nom. Geoffroy Guichard a bel et bien racheté un ancien casino transformé en épicerie. Et plutôt que d'être original, il garda le nom d'origine et le transforma en marque en 1898. Seulement 3 ans plus tard, il se permit le luxe de créer la première marque distributeur de France avec les produits de la marque Casino. Bon, vous voyez ces joueurs-là habillés de vert et de blanc, vous ne remarquez rien? Pas grand monde, à part les gros fans de l'AS Saint-Étienne, ont dû se poser un jour une question sur l'origine de leurs couleurs. Je vous le donne en mille, ce sont les couleurs de la marque Casino. Le stade de l'équipe porte même le nom, Geoffroy Guichard, à sa construction en 1931. En effet, il a beaucoup participé financièrement pendant de longues années à faire fonctionner cette équipe dès ses débuts. Il leur prêtait même un terrain au sein de l'entreprise avant la construction du stade. En même temps, à cette époque, la marque Casino possédait déjà près de 1000 magasins dans toute la France. Il faudra attendre 1960 pour voir l'apparition d'un magasin avec une superficie suffisante pour pouvoir s'appeler supermarché. Non, ça vous dit une autre anecdote sympa sur l'origine du nom d'une enseigne que vous connaissez tous? Et comme vous pouvez pas réellement me répondre, je vais enchaîner. Après avoir vu Carrefour et Leclerc grossir toujours plus, Gérard Muliez, un directeur de vente au sein de l'entreprise de textile de son père, décide de tout lâcher pour se lancer dans la grande aventure des supermarchés en 1961. Pour cela, rien de plus facile. Réquisitionner une usine à Roubaix de l'entreprise familiale pour en faire un supermarché. Il ne manque plus qu'un nom. Placé dans le quartier des Auchan, il ne lui en fallut pas plus pour se décider. Son magasin s'appellera Auchan. Cette idée de l'orthographe n'est pas restée longtemps. Une trop grande connotation asiatique, d'après Gérard, et surtout un bien meilleur référencement dans les annuaires de l'époque, avec un nom commençant par A. Aujourd'hui, Auchan et son petit oiseau rouge ont bien réussi et se sont énormément développés, mais on en parlera plus en détail dans la suite. Là, je voudrais plutôt vous parler bretzel, bière, saucisse ou même Angela. Enfin, vous avez compris, on passe la frontière. D'ailleurs, petite anecdote, c'est là-bas que l'on trouve la Spruterhofstrasse, enfin, la rue la plus étroite du monde ou bien encore de l'Oktoberfest. Enfin, ce serait faire du hors-sujet si je continuais. Non, je vais rester concentré et parler plutôt des deux nouveaux débarquants respectivement en 88 et 89 dans le territoire gaulois. J'ai nommé Aldi et Lidl. Si l'un est un leader du hard discount, l'autre est tout simplement le créateur. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ces deux, quand ils sont arrivés, ils ont mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. Ils ont proposé des produits à des prix très agressifs en comparaison avec tous les concurrents dont on vient de parler. Quelle générosité! Tant de bienveillance et d'altruisme envers le consommateur, à deux doigts de les prendre pour l'abbé Pierre. Pas du tout! Ce n'est pas de la générosité et encore moins du hasard.
Ils ont respecté tous les codes du hard discount, en voici quelques-uns. Quand les supermarchés classiques ont 30 000 références, eux n'en ont que 2 000. Que des produits de base et de qualité, promotion régulière et temporaire, magasin simple et efficace, produits directement exposés sur des palettes ou dans leur carton, vente quasi exclusivement de produits de leur propre marque. Grâce à tous ces procédés, aujourd'hui ce sont devenus 2 géants en France avec environ 900 supermarchés pour Aldi et plus de 1500 pour Lidl. D'ailleurs, en parlant de géants, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai halluciné quand je me suis rendu compte de l'immensité de certaines marques. Enfin, peut-on vraiment parler de marques à ce niveau-là? Il est plus adéquat de parler de groupes. Tiens, parlons de Casino. Vous saviez qu'ils possédaient notamment Monoprix, Cdiscount, Sarenza ou même Leader Price? D'ailleurs, Leader Price, on en parle, entre nous, leurs produits, ils ne sont pas où. Enfin, je m'égare. Casino, c'est aussi tout ça. Mais il n'y a pas que Casino. Tiens, voilà, Carrefour ou même Leclerc. Eux, c'est vraiment fou. En vrai, je ne sais pas s'il y a un truc qu'ils ne font pas. Intermarché aussi, ils ne rigolent pas. Mais le boss des boss, c'est Auchan. Enfin, plutôt le groupe Muliez. Je vous laisse faire pause pour que vous ayez le temps de réaliser à quel point ce groupe est gigantesque. En parlant de gigantisme, je vais devoir aborder le sujet des plus grands hypermarchés du monde, qu'on appelle des malls. Mais avant ça, petite mention honorable pour les enseignes tombées au combat dans la guerre des supermarchés. J'ai nommé Mammouth, qui s'est bien battu jusqu'en 1996, racheté par Auchan. J'ai nommé ED, racheté par Carrefour en 84. Mais aussi Shopee, racheté aussi par Carrefour en 1999 et qui changeront de nom en 2009 pour s'appeler Carrefour City ou Carrefour Contact. Maintenant que les mentions honorables sont faites, revenons à nos moutons, à nos très gros moutons. Salut, moi c'est Mike. J'ai craqué le PEL et j'ai fait appel à la prod de Pimp My Mall pour me faire bâtir ce putain de bâtiment. Salut Mike, bon, tu nous as demandé de te faire un énorme centre commercial à Dubaï. Et crois-moi, on n'a pas lésiné sur les moyens. Pour commencer, on est parti sur une superficie d'1,1 million de mètres carrés. C'est quand même la moitié de Monaco. On a pensé à un nom simple et efficace, le Dubai Mall. On s'est vraiment surpassé sur celui-là. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Pour la partie business, on ne t'a pas mis un seul centre commercial, mais tiens-toi bien, tu en as 10, avec 1200 boutiques. Oh, vraiment? Si tu as une petite faim, ne t'inquiète pas, on a rajouté 120 cafés et restaurants, mais aussi The Address, un hôtel de luxe 5 étoiles avec 250 chambres et 450 appartements. Incroyable! Il a fallu aussi penser à la jeune clientèle, donc on t'a monté un parc à thème Sega et une énorme salle de bande d'arcade. Ok, mais ça fait pas un petit peu beaucoup? Tu nous as dit que tu aimais mater des films, alors on a pensé à toi. On t'a construit un multiplex de 22 salles. Mais vous êtes sûr que ça va rentrer dans le budget? Tu nous as dit que tu avais un chat, Mike. On s'est dit qu'il kifferait se promener dans ton tout nouvel aquarium géant avec 33 000 poissons et animaux marins. Non mais j'avais juste dit que j'avais un chat. C'est vrai, et tu nous as aussi dit que quand tu étais petit, tu adorais les sucreries. Alors on a installé le plus gros magasin de bonbons du monde. Rends-toi compte, quasiment 1000 mètres carrés de bonbons. Hein? Mais je n'ai jamais demandé tout ça. Bon, à Dubaï, tu n'es pas sans savoir qu'il fait chaud. Donc on t'a aussi mis en place une patinoire olympique. Attends, reviens, on ne t'a même pas encore parlé de la vue sur le Burj Khalifa et des 450 magasins de haute couture. Bon, la semaine prochaine, on part pour l'Iran avec Steve pour un projet 2 fois plus gros que celui-ci, où on va battre le record du monde du plus grand mall avec 1,9 million de mètres carrés, soit la taille de Monaco. Alors si là, on est sur du gigantisme à la Qatari, imagine ce que cela pourrait donner en Chine. Il nous faut remonter en 2005 à Dongguan, la ville natale d'un doux rêveur.
Hu Gerong, un magnat chinois des nouilles instantanées, avait un rêve. Apporter du travail dans sa ville en créant le plus grand mall de l'époque, le South China Mall, d'une superficie de 892 000 m². Une surface qui encore aujourd'hui lui permet d'être à la 4e place des plus grands centres commerciaux mondiaux. Sauf que ça ne s'est pas passé comme l'imaginait Hu. Le mall situé trop loin de la seule grande ville à proximité, Hong Kong, à plus de 90 km, cela a donné naissance à un centre commercial presque fantôme, avec moins de 10% des boutiques ouvertes. Ce mec a quand même dépensé 1,3 milliard de dollars pour des allées et des commerces vides. Bon, il fut racheté à plusieurs reprises et rebaptisé le New South China Mall. En 2015, des travaux de rénovation furent entrepris, ce qui lui donna un second souffle sans jamais être à son plein potentiel. Ça sent la fin de la vidéo. J'aurais pu continuer à vous parler des heures des supermarchés, mais il faut bien savoir s'arrêter. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Tout d'abord, je dirais notre façon de consommer. En vrai, si on remonte ne serait-ce que de même pas un siècle en arrière, nos anciens ne connaissaient même pas l'existence des supermarchés et des nouveaux modes de consommation. Ils prenaient leur vélo et allaient au petit commerce du coin. Franchement, c'est abusé. L'évolution entre cette époque et les immenses malls dont on a parlé en fin de vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de notre évolution et de notre façon de consommer aujourd'hui? Je suis curieux de connaître votre point de vue, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. C'est ma première vidéo et j'ai besoin de vos retours pour savoir comment m'améliorer. Ça fait depuis ce début d'année que j'ai attaqué à live sur Twitch. Les lives sont cool, j'aime découvrir les gens, vous découvrir, je prends beaucoup de plaisir. Mais je me suis dit, ça pourrait être sympa aussi de faire un autre format, des vidéos, chose que j'avais envie d'essayer. Donc, on y est, voilà, première vidéo et j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis en stream du lundi au jeudi à partir de 20h sur la chaîne Azuki Stream. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ne serait-ce que pour le référencement de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater bien sûr les prochains projets. C'était Azuki. Matane!